Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Regard Social sur Equinox Télévision. Il est né malade. Il a bataillé dur pour s'accrocher à la vie. Les membres de sa famille se sont d'ailleurs essoufflés après notamment plusieurs démarches pour le ramener à la vie justement. Et tout cela était un combat difficile pour ces derniers. Alors, ses camarades de lycée l'ont conduit à Equinox Télévision pour qu'il bénéficie de la foi et même de l'espoir de cette chaise, de l'espoir justement sur laquelle on peut s'asseoir pour bénéficier notamment des apports des âmes de bonne volonté. Et ça a été le cas. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est devenu? Il s'agit bien entendu de Alain Tongo Etonde qui souffre d'une pathologie rare. Souvenez-vous qu'il est passé sur les antennes d'Equinox Télévision il y a quelque temps encore et il a évoqué son cas, il a expliqué comment est-ce qu'il vivait avec cette pathologie. Il prenait en moyenne une trentaine de carreaux de sucre pour être un peu en forme. Vous allez d'ailleurs découvrir tout cela encore en images et en rappel dans le cadre de cette édition et ce qu'il est devenu aujourd'hui, quelques mois et quelques années après. C'est une édition de Regard Social tout à fait particulière que je vous invite à suivre et à ne rater aucune seconde de peur de perdre également l'espoir qui a été mené pour réaliser ce programme. Bienvenue à tous, c'est Regard Social. Je l'ai dit, il s'agit de Alain Tongo Etonde, qui est également notre invité ce soir, et avec notamment des experts qui sont avec nous pour découvrir ce qu'il est devenu après son premier passage sur ce plateau. Et pour vous rafraîchir la mémoire, je vous invite à suivre religieusement ce reportage. Apparemment bien portant, malgré sa démarche brinque-ballante, Alain Désiré Tongo Etonde est très malade. Le corps m'impose que je mange toutes les 2 heures. Et en ce moment-là, il m'est arrivé de ne pas pouvoir... Je ne pouvais pas ouvrir la bouche, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas marcher. Et je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas faire un pas, je ne pouvais pas faire des pas. Donc, ça s'est passé pendant près d'1 semaine. Il a fallu aller voir un neurochirurgien qui a fait une ponction lombaire, ça n'a rien donné. Et il m'a envoyé chez le psychiatre. Je ne sais pas ce qu'il m'a donné, mais il a débloqué la situation. Ça veut dire que j'ai repris la parole, j'ai commencé à manger, j'ai repris mes pas, quoi. Pendant 1 semaine et après, j'ai dû rester avec lui pendant près de 3 années. J'ai été son malade pendant près de 3 années. Cet ancien étudiant de l'université de Yaoundé 1 n'a pas pu poursuivre ses études après l'obtention de la licence à cause du mal qui le terrasse depuis la naissance. C'est en 2e année à l'université que j'ai commencé à fréquenter les hôpitaux parce que je n'arrivais plus à manger la nourriture préparée. Quand je mangeais la nourriture préparée, ça me bouleversait. Je n'avais envie de rien faire.
Donc j'avais perdu du poids, j'étais mince. À ce moment, je crois que j'ai fait au moins 15 examens de séropositivité, quoi. Je crois que j'étais l'un des premiers. Je crois que je suis l'une des personnes qui a fait le plus d'examens de séropositivité. J'ai fait tout le monde, on ne comprenait pas. Il fallait faire des examens. Dont celui de séropositivité. Et bien sûr, on n'a jamais rien retrouvé. Mais en même temps, on n'a pas retrouvé la cause du mal, bien entendu. Je ressentais, c'était ce ballonnement dans le ventre. Ce ballonnement qui m'indisposait, qui était désagressif, qui m'indisposait en fait. J'avais du mal à respirer, j'avais du mal à lire, j'avais du mal à tout faire. Et c'était tout dans mon coin. Ça veut dire que dès que j'étais tout dans mon coin, même au lycée, tout était dans mon coin. Alain Désiré Tongo Etende, qui vit seul parce que, abandonné par ses proches, peine à faire quoi que ce soit. La batterie d'examens effectués a permis de circonscrire le mal qui le dérange depuis ses premiers jours sur Terre. Des spécialistes de la santé l'appellent l'insulinome, pratiquement le contraire du diabète. Et c'est en 2010 que tout se dévoile. C'est vers l'année 2010, vers les années 2010 qu'on a prédiagnostiqué la maladie. Donc il y a un bon samaritain qui a compris ce qui se passait. Et il m'a dit que je comprends ce qui se passe. Et il a cherché pendant 3 années, ça veut dire de 2008 à 2010. Il m'a dit que je vais chercher. Et c'est en 2010 qu'il m'a dit, j'ai trouvé ta maladie, j'ai trouvé de quoi tu souffres. Que tu souffres d'insulinome. Mais on ne peut pas, il faut que tu ailles à l'étranger parce qu'on ne peut pas soigner ta maladie au Cameroun. Et tout récemment, je me suis ressenti très mal. Je suis reparti le voir. Il m'a dit que désormais on peut diagnostiquer l'insulinome au Cameroun et il pensait qu'on pouvait la soigner au Cameroun. Donc j'ai repris, j'ai fait une série d'examens, environ une dizaine d'examens. Examens de sang et examens d'imagerie. Donc la maladie, il m'a dit que la maladie c'est une tumeur non cancéreuse au niveau du pancréas. Ça veut dire que le pancréas produit l'insuline en désordre. Et c'est cette insuline-là qui, comme ça sont de façon désordonnée, c'est ça qui crée la fatigue. L'insulinome, cette maladie rare au Cameroun, en Afrique et dans le monde, touche une personne sur 2 millions. Des personnes qui en souffrent ne résistent pas à la position debout. 3 secondes debout, c'est le calvaire, quoi. Ça veut dire que mes jambes me font mal. Et après, au moment, je les sens plus. Ça veut dire en même temps, je les sens pas, mais ça me fait mal. Donc, en fait, j'ai perdu pratiquement l'usage des jambes. Bon, ça c'est un côté, ça c'est un aspect. Mais le truc, c'est quoi? C'est que le matin, par exemple, quand je me réveille, il faut que je fasse des selles. Et je fais les selles très difficilement. Ça veut dire qu'il faut que je fasse une pression gymnique pour pouvoir expulser les selles. Et je dois le faire pendant 4 heures de temps. Ça veut dire que dès que j'ai expulsé une fois, il faut attendre près d'1 heure. Et tant que je n'ai pas expulsé 4 fois, je ne peux rien faire dans la journée. C'était ma journée plombée. Si par exemple j'ai rendez-vous avec quelqu'un à 8 heures, il faut que je me réveille à 4 heures. Si je ne me réveille pas à 4 heures pour être au rendez-vous à 8 heures, jusqu'à ce rendez-vous pour rien faire. Donc je ne sortirai même pas. Donc ça c'est un des aspects. L'autre aspect c'est quoi? C'est que il faut que je mange toutes les 2 heures. Et la nuit avant de dormir, je prends l'équivalent d'un repas et plus 30 morceaux de sucre. Tous les jours. 30 morceaux de sucre. Il y a 3 années, je consommais, pendant 3 ans, je consommais 80 morceaux de sucre par jour. Pendant 3 ans, mes relations avec les parents étaient très difficiles. Mon père est décédé en 2005. 2 ans avant qu'il ne meure, on ne s'est pas parlé. J'ai voulu saisir les symptômes sur ordinateur pour donner au médecin, pour que je n'ai plus à chercher mon rôle devant le médecin. Donc pendant que je le fais, mon père me dit que ça bouffe l'électricité. Puis j'étais retourné chez lui. Et donc que ça bouffe l'électricité, il faut que je saisisse les trucs sur l'ordinateur. Je me dis qu'attends un peu. Je viens de vivre, je suis en train de vivre quelque chose de terrible. Le monsieur me dit que je bouffe l'électricité. Donc pendant que je saisis les trucs et je regarde la télé, il me dit il vient éteindre la télé.
ne comprenait pas ma maladie. Il comprenait forcément pas ma maladie. Et moi, je suis là, je vis une tragédie, je vis ce truc-là. Et tu es avec ton père, la personne qui est censée te... Oui, il vient te faire ce genre de choses. En fait, et bon, oui, il n'a pas été le seul. J'ai pratiquement le même rapport avec ma mère, quoi. Je veux dire, 2 ans avant son décès, on s'est pas parlé. Oui, pour les mêmes raisons, pratiquement. Le journaliste est désormais hors service. À cause des atrocités de l'insulinome, cette maladie rare vit les pires moments de son existence sur Terre. Il doit manger toutes les 2 heures. Consommer du sucre en permanence, à savoir 30 carreaux par jour. Difficile de résister à la position debout. Voilà le régime sous lequel vit Alain Désiré Tongoy Tondé. Il a donc besoin de vous. Que dis-je, de nous. Et voilà donc la vie de Alain Tongoy Tondé. Avec nous sur ce plateau, docteur Loé Pierre, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes endocrinologue et vous travaillez pour l'hôpital La Quintiné de Douala. Oui. Lorsque vous suivez ce reportage, vous vous dites quoi? Alain souffre de quoi concrètement? Bon, on parle de l'opposé du diabète, donc il faut d'abord garder le contexte. C'est une maladie du pancréas. Il faut savoir que le pancréas est situé au niveau derrière l'estomac et le pancréas comprend des cellules de Langerhans. Ces cellules de Langerhans composent les 60% du pancréas. Dans la majorité des cas, la pathologie du pancréas se résume par la destruction de ces cellules du pancréas. Quand il y a une destruction totale, on parle de diabète de type 1. Et quand il y a une destruction partielle, on parle de diabète de type 2. Et dans le cas précis, nous n'avons pas une destruction, nous avons plutôt une croissance de ces cellules. Ce qui fait que, comme il y a croissance, il y a sécrétion de plus d'insuline. Et c'est ce qui cause toutes les pathologies que on souffre. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation une fois encore pour cette émission Regard Social. Docteur Yemi Racine, bonsoir. Alors, vous vous souvenez que, ou alors que je me souviens quand même, lorsqu'on parlait de cette pathologie, vous me disiez que vous avez entendu parler lorsque vous étiez étudiant en médecine, mais jamais rencontré un patient, quelqu'un qui souffre de cette pathologie. J'avoue que c'était la toute première fois de voir un patient souffrant de l'insulinome. C'est vrai, dans mes cours de médecine, on en a parlé, mais de manière théorique. Mais vivre un patient souffrant de l'insulinome, c'était la toute première fois. Et je pense que le cas de mon ami Alain, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais dans ma vie de médecin. Alors, vous avez entendu parler du diabète, non de l'insulinome? Oui. Déjà, comme l'a défini mon confrère, ce n'est autre que la prolifération des cellules dans le pancréas qui entraîne la baisse de l'insuline. Donc, un malade atteint de l'insulinome fait constamment l'hypoglycémie. C'est le principal symptôme. Très bien. Merci d'être venu encore sur ce plateau de Regard Social. Docteur Dogmo Magloire, bonsoir. Bonsoir Flavien et bonsoir à tous nos téléspectateurs de ce soir. Vous êtes sociologue et enseignant dans les grandes écoles. Vous êtes consultant également. Oui, en effet, sociologue, c'est-à-dire un spécialiste des faits de société. Bien sûr. Qui étudie la manière dont une société elle est organisée et elle fonctionne, ainsi de suite. Très bien. Alors Alain, c'est un élément de la société. Bien évidemment. Et avec cette pathologie qu'il découvre au grand jour parce qu'il est né, selon ses dires, avec. Bien évidemment. Et lorsque le sociologue écoute, il est directement interpellé par sa nouvelle condition.
et la manière par laquelle il va réussir à s'insérer dans une société avec une telle pathologie. J'ai d'ailleurs élevé quelques éléments tout à l'heure, à savoir, par exemple, abandonné par les siens, à savoir le recours à une herde des personnes de bonne volonté. Et donc, ce sont ces éléments qui m'intéressent. Et puis, je voudrais déjà attirer l'attention sur le fait qu'on a pas mal de problèmes comme ça dans notre société. Ce soir, on a fait un problème de santé. Demain, c'est un problème de management. Après-demain, c'est un problème de finances, ainsi de suite. Et puis, notre société est faite ainsi. Et le plus important étant de voir comment est-ce que la société, quant à elle, réagit pour prendre en charge ces différents problèmes. Et je crois que c'est la raison de ma présence ce soir. Très bien, merci également d'être venu sur ce plateau. Docteur Loué-Pierre, comment est-ce qu'il a pu vivre jusqu'ici en consommant simplement ou alors essentiellement ce qui est sucré? Alors qu'on sait généralement que lorsqu'on consomme assez de sucre, on ouvre la porte au diabète. On n'ouvre pas la porte forcément au diabète. L'insulinome, comme ça le dit, est héréditaire. Plus on grandit, plus il y a prolifération des cellules, plus les symptômes se développent. Vous savez que le cerveau se nourrit seulement du glucose, uniquement du glucose. Et le cerveau consomme les 20% de glucose. Donc, tous les symptômes que le malade a, c'est dû au manque de glucose au niveau du cerveau qui se répercute sur tout l'organisme. Donc, quand le malade consomme le sucre, c'est d'abord pour le cerveau. Parce que si vous trouvez un malade en hypoglycémie, quand vous lui donnez un morceau de sucre, vous prolongez sa vie avant d'arriver même aux urgences. Parce qu'il n'a que 7 minutes pour vivre sans sucre. Donc, quand il consomme 30-40 morceaux de sucre, c'est d'abord pour préserver le cerveau. Parce que c'est le cerveau qui commande tous les autres organes. Donc, dès la naissance, il y a des petits hypoglycémies qui sont négligeables. Parce que l'insulinome est encore à une phase embryonnaire. Plus il grandit, plus ça prend de l'ampleur, plus les symptômes se développent. C'est dans ce sens qu'à un certain moment, il prenait 30 morceaux, après 80 morceaux, au fur et à mesure qu'il grandissait. D'accord. Dans ses recherches, lui-même, il nous a aidés. En tout cas, on découvre qu'une personne sur 2 millions souffre de cette maladie. L'insulinome en tant que tel, oui, mais l'hyperinsulinisme, parce que l'insulinome fait partie de groupes de maladies qu'on appelle hyperinsulinisme. L'hyperinsulinisme, on en trouve beaucoup. Parce que l'hyperinsulinisme peut être secondaire. Quand vous avez peut-être le cancer des poumons ou de l'estomac, ces cancers sécrètent certaines substances qui potentialisent la sécrétion d'insuline. Et vous avez l'hyperinsulinisme. Et là, on peut soigner en opérant soit le poumon, soit le cœur. Mais l'insulinome en tant que maladie est rare. Mais l'hyperinsulinisme, on en rencontre chaque jour. Alors, Dr Yemi, on a bien compris que c'est une maladie rare, même si au Cameroun, on compte quand même assez quelques cas, 3 cas, selon des recherches également effectuées à la suite de l'annonce de cette pathologie. Chez Alain. Comme je vous l'ai dit tantôt, le confrère Lowe est encore en train de le reconfirmer, l'insulinome, tous les médecins savent ce que c'est que l'insulinome. Mais est-ce que de manière pratique, nous l'avons déjà vu, je pense, je pourrais, sans me tromper, dire non. Je vous dis, moi j'ai achevé mes études de médecine en 1999. 7 ans de médecine. Et je dirais 20 ans de pratique. 27 ans. Donc c'est la première fois que je voyais un malade souffrant de l'insulinome. Alors dire qu'il y a 1, 2, 3 cas, dans mes propres recherches, même dans, comment dire ça, dans les réseaux autres, j'ai jamais rencontré. Et lorsqu'on m'a fait comprendre que mon camarade souffre d'insulinome, j'avoue que je suis rentré dans les livres pour aller rechercher. Parce que, vous voyez, si on me parle du paludisme, même les yeux fermés, on me réveille à minuit, je saurais quoi faire. On me parle de, c'est pas, même de la tuberculose, mais l'insulinome, il va falloir rentrer, chercher. Et après, peut-être référer chez l'endocrinologue ou bien chez le neurochirurgien. Parce que pour traiter l'insulinome, il faut subir une opération.
Très bien. Alors, docteur Ndongo, tout cela a amené quand même, lorsqu'on a annoncé sa pathologie, il est passé sur le plateau de Regard Social ce jour-là. Ça a motivé également, ou ça a suscité une certaine motivation auprès des âmes de bonne volonté qui ont commencé à contribuer, comprendre également qu'est-ce qui arrive à ce jeune et qui aujourd'hui consomme plus de sucre, alors qu'on sait quand même que lorsqu'on consomme plus de sucre, c'est beaucoup plus c'est risqué. Donc il y a eu une sorte de mobilisation des âmes de bonne volonté qui ont contribué, cotisé, et ça a donné ce que ça a pu donner. C'est généralement ce que nous vivons sur ce plateau lorsqu'il y a un cas. Très bien. Je voudrais dire que nous vivons dans une société qui a un processus de déstructuration. Pourquoi? Parce que, en fait, dans une communauté, il y a souvent des cas comme celui-là. Et la communauté s'arrange à prendre en charge ces cas. Mais sauf que, au fur et à mesure que notre société, à savoir particulièrement notre pays, se modernise, il y a donc ces formes de solidarité qui tendent à se détruire, à disparaître. Sauf qu'on a la chance, par le même fait que, en s'organisant, il y a des structures novatrices qui se mettent en place. Ça veut dire que même si sur le plan de l'organisation de la société, on perd certaines, les habitudes, les mœurs font qu'on perd certaines inclinaisons, alors la modernisation fait naître encore des structures qui y pensent. Et bien évidemment, fort heureusement, nous avons Equinox. Equinox, à travers son émission Regard Social, qui depuis des années vole au secours des personnes en détresse, et donc qui conçut en quelque sorte le miroir de visibilité sociale de ces personnes qui, tout seuls chez eux, comme on l'a vu, il est abandonné depuis plusieurs années, abandonné par les siens, souffrant. Equinox a pu, grâce à sa caméra, rendre visible cette âme en peine. Et Equinox donc se met en place comme cette structure de mobilisation d'une solidarité fortement active auprès des personnes qui souffrent. Et c'est ce geste qui est à souligner ici et puis à féliciter. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a un problème comme celui-là, c'est-à-dire il souffre d'une maladie, quasiment il est presque le seul à souffrir, et tous les médecins qu'il rencontre ne peuvent rien faire pour lui. D'ailleurs, le médecin vient de nous confirmer, lorsqu'il a entendu parler de cette maladie, il a dû retourner dans ses vieux cahiers pour voir, mais qu'est-ce que c'était encore cette maladie qu'on avait vue sur les bancs. Lorsqu'on a un problème comme celui-là, il faut vraiment une forte mobilisation des personnes pour faire quelque chose, surtout lorsque ça demande que vous allez vous faire soigner ailleurs. Et c'est ça que nous devons faire dans notre société. Parce que, comme j'ai l'habitude de dire, je suis dans mes expériences de jeune manager, et ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que notre vie est consacrée essentiellement à la résolution des problèmes. Il n'y a pas un seul individu qui vient sur Terre pour ne pas résoudre les problèmes. Parce que dès le jour où vous naissez, d'ailleurs, j'ai l'habitude de dire, le bébé, lorsqu'il naît, il commence par pleurer, parce qu'il fait l'expérience douloureuse de l'existence. Et toute la vie durant, c'est-à-dire des pleurs. Et comme l'enfant naît en pleurant, il mourra ou en gémissant. Et toute la vie est consacrée essentiellement à faire face aux problèmes les uns après les autres. Mais sauf que j'ai l'habitude de dire en management, ce n'est pas un problème du tout qu'on ait tant de problèmes. Ce n'est pas un problème parce que nous vivons pour les résoudre. Et si un individu ne comprend pas qu'il est arrivé au monde pour résoudre les problèmes, il va vraiment souffrir dans ce monde. Mais si on comprend qu'on existe pour faire face à ces problèmes, pour fabriquer le bonheur, comme nous allons le voir avec ce cas, comment un individu peut sortir de l'enfer, c'est quasi, quand même, Flavien, consommer 80 morceaux de sucre par jour. Mais quand même, ça dit c'est un véritable enfer que vous vivez. Je ne voudrais même plus voir l'aspect agréable du goût du sucre. Mais je voudrais vivre, à un moment donné, ça devient même dégoûtant de consommer du sucre. Comment peut-on partir d'un tel enfer, avoir une vie normale, comme la tienne, comme la mienne? Cela passe nécessairement par cette solidarité organique d'une société qui se mobilise autour d'un cas. Et se mobiliser qu'on fasse un problème, ça m'intéresse particulièrement parce que c'est ça la raison d'être
des hommes sur la terre. Très bien. Alors, dans le reportage que vous avez regardé il y a quelques minutes, un reportage qui a été mené avec la caméra du chef opérateur Samuel Tchoufa, on a bien compris qu'il était incompris, je veux parler d'Alain, qui était incompris par ses frères, par ses amis, par tout le monde, parce que le voyant bien portant, lui qui passait le temps a dit vraiment j'ai besoin de 2100 francs pour pouvoir manger et manger toutes les 2 heures. C'est terrible de vivre cette... vous avez parlé de ce calvaire. Alors, son passage à l'émission Regard social a suscité justement une grande mobilisation des âmes de bonne volonté, une solidarité agissante. Les frères, amis, camarades et sympathisants ne sont pas restés insensibles à ces difficultés rencontrées par Alain. Voyez-vous, Alain Tongo Tondé. Donc, dans le reportage que nous vous proposons de vivre ce soir, Xavier Foka a donc rencontré et assisté notamment à cette rencontre également entre Alain et la responsable financière de l'émission Regard social. C'était justement pour rassembler ce qui avait été déjà fait comme geste des âmes de bonne volonté, c'est-à-dire l'accompagner dans sa prise en charge. Et je vous invite à suivre le reportage. Juste après, vous verrez bien que c'était déjà le début même de la solution à son problème. Le docteur il m'a donné 100 000. Sa contribution. Sa contribution. Donc c'est au téléphone. Voilà. J'ai donc ajouté les 100 000 sur les 2 700 000. C'est ça qui fait 2 827 375 francs. C'est ça donc on vous remet aujourd'hui. Voici la liste des contributions avec les numéros. Il y a certains qui refusent de leur contact parce qu'ils disent que quand on donne, on n'a pas besoin de faire la publicité. Dans ce processus, le bénéficiaire a la possibilité de contacter tous ceux qui ont exprimé leur solidarité à l'endroit du cas social. Tout à côté, la compagne de la victime assure la comptabilité. Dans un calme de cimetière et dont le seul bruit entendu ici est celui émis par les billets de banque qui se marchent dessus, la cagnotte reçue par Tongo et Tondé Alain est la contribution des âmes de bonne volonté pour son opération prévue en Inde. La collecte a été faite après son premier passage à l'émission Regard social. Magloire Ndongmo, vous venez de vivre un peu ce moment important. Vous l'avez évoqué il y a quelques secondes déjà. On parle notamment de cette mobilisation des âmes de bonne volonté, les frères, les amis, la famille. Je veux dire, tout le monde a essayé de contribuer, de mettre la main à la poche pour sortir Alain de cette difficulté. Bien évidemment, comme je l'annonçais tantôt, c'est cette solidarité mise en place par Equinox qui a permis de voler au secours de ce patient qui souffrait terriblement. Et je voudrais dire que c'est une initiative louable de notre société parce que lorsque le problème que nous rencontrons en tant qu'individu au sein de la société nous dépasse, il faut bien évidemment que la société vole au secours. Dans les sociétés traditionnelles, comme dans nos communautés africaines d'avant, on parlait habituellement en sociologie de la solidarité mécanique, c'est-à-dire que la société a tendance à prendre systématiquement en charge le patient. Dans les sociétés modernes, puisque cette forme de spontanéité communautaire tend à disparaître, alors se mettent en place de nouvelles formes de solidarité organisée, des solidarités organisées qu'on va appeler la solidarité organique. C'est effectivement celle-là que Equinox, à travers Regard social, a participé à mettre en place. Et puis nous voyons comment elle fonctionne si bien. Elle fonctionne si bien parce que vous voyez, à travers, l'un donne 10 000, l'autre donne 5 000, l'autre donne 2 000 francs. Au bout du compte, on a un montant qui permet de payer un billet d'avion, aller en Inde, et puis de payer les frais d'opération. Et c'est ce qui est important. Ce que j'ai pu en tirer comme leçon, c'est donc cette capacité de la communauté à prendre en charge un problème. Parce que lorsqu'on a un problème qui nous dépasse individuellement, il est possible que la communauté puisse voler au secours. Et Equinox, à travers Regard social, sert cette belle leçon à notre communauté nationale à comprendre que
l'on peut, à travers des mécanismes mis en place, et je crois que je sortirai de l'émission nécessairement par là, à travers des mécanismes mis en place, résoudre un problème. Et puis, si on a un problème comme celui-là, il faut nécessairement le résoudre. Parce que, comme j'ai l'habitude de dire, ils sont rares les problèmes sans solution. Ils sont vraiment rares les problèmes sans solution. Habituellement, ce à quoi on fait face, ce sont des problèmes qui sont difficiles et qui donnent l'impression à celui qui y fait face qu'on n'y peut rien. Mais je crois, et j'ai toujours été convaincu que les problèmes sans solution n'existent pas. Il y a même ce que j'appelle souvent les plans B. C'est-à-dire quand le plan A ne marche vraiment pas, à côté, il y a toujours un plan B. Et vraiment, la solidarité communautaire permet d'y arriver. Oui. Alors, docteur Loé, jusque-là, il a continué à consommer ses 30 carreaux de sucre, 30 morceaux de sucre par jour, parce qu'il fallait qu'il parte de chez lui et arriver à Equinox pour bénéficier notamment de la cagnotte déjà collectée par la responsable financière même de l'émission Regard Social. Mais seulement, ce n'était pas pour être pris en charge au Cameroun. Oui, contrairement au diabète, les patients qui ont l'insulinome doivent être opérés par les neurochirurgiens. Et je ne crois pas que le plateau technique ici permet d'effectuer ce genre d'opération. Surtout qu'après l'opération, le malade se remet entièrement. Les symptômes disparaissent, le malade n'a plus l'envie de manger, tous les organes se remettent en place. Donc c'est une opération très difficile, très prometteuse, dont les pronostics en Europe sont très bons. Donc quand on opère le malade, il reprend la vie normale, contrairement au diabète. Alors, il va quand même en Inde. Il traverse tout ce qu'on peut imaginer. Il part du Cameroun, le pauvre Cameroun, pour aller en Inde chercher la vie. Tout avec, parce que là-bas, et selon notamment des commentaires des uns des autres, c'est là où la médecine a atteint quand même un niveau important. Oui, non seulement la médecine a atteint un niveau important, le coût est moins par rapport à l'Europe et le plateau technique est aussi bon en Inde. C'est pourquoi beaucoup de Camerounais convergent maintenant vers l'Inde en Afrique du Sud. Pas parce qu'ils ont un bon plateau, parce que d'abord le plateau technique et le coût est accessible. Donc, on devrait également avoir ne serait-ce que la moitié chez nous. Oui, on peut en avoir. Bon, il faut avoir aussi les ressources humaines. Il ne faut pas seulement avoir le plateau technique, il faut avoir les gens pour entretenir, il faut avoir les neurochirurgiens capables de le faire. Docteur Yemi, on a souvent, ou alors vous avez souvent dit sur ce plateau qu'il y a de très bons médecins au Cameroun. Et Flavien, tu continues à le confirmer. Parce que cet insulinome a été diagnostiqué au Cameroun. Je dis bravo à ce cher confrère qui s'est attelé pour pouvoir sortir ce diagnostic. Et je continue à dire que si nous pouvons diagnostiquer, nous pouvons également traiter. Mais donnez-nous les moyens de le faire. C'est tout. Pas que nous sommes incapables. Parce que si nous allons à l'Hexagone, allons un peu au Canada. J'ai reçu dans les réseaux sociaux une correspondance qui me faisait comprendre qu'un Camerounais a pu rétablir 10 enfants en Russie. Un Camerounais qui est professeur d'une chaire de pédiatrie. Un Camerounais. Malheureusement, vous ne lisez pas le russe, je vous aurais montré ce message. Mais docteur Ekoumé, qui est ophtalmologue, est au courant de ce message-là. Allons au Canada. Quels sont ceux qui font la fierté, même aux États-Unis? Tout à l'heure, docteur Loé a dit que le coût... Non, je m'excuse un peu. Oui, le coût, peut-être. Mais par rapport à quel pays? Par rapport à l'Europe. Parce que là, il est allé en Inde. Et il faut reconnaître qu'au jour d'aujourd'hui, peut-être avec une marge d'erreur un peu faible, mais ceux qui se sont mieux concentrés dans la cancérologie, ce sont les Indiens. Et pendant que nous y sommes, il y a également un autre patient, un Camerounais, qui est allé en Inde, qui a été opéré et qui a reçu une greffe
du cuir chevelu. Il se porte bien. J'ai eu ces photos avant-hier parce que j'ai participé à son évacuation. Bon, par rapport, disons-le, par rapport aux pays européens, la France, les pays autres, qui coûtent excessivement cher. Quand on va en Inde, c'est 3, 4, 5 fois moins que ce que nous retrouvons en Europe. Même en Turquie, c'est mieux aujourd'hui. C'est le coût. Donc, comme je disais tantôt, nous diagnostiquons, mais donnez-nous également les moyens de pouvoir. Nous pouvons le faire. On n'a qu'à transposer de la technologie ici au Cameroun et former le personnel, on le fera. Et ça, j'en suis sûr et convaincu. Très bien. Oui, Dr Ndomo, on a également suivi, on a constaté, certainement vous avez vu dans le reportage, qu'on a remis la liste des contributeurs à l'un. Question de prouver la transparence même, qui est la règle d'or de cette émission Regard Social. Très bien. Mais avant de toucher la question de la transparence, je dirais que je reviendrai un peu sur les interventions des médecins. Nous pouvons le faire. C'est fort possible. Mais sauf que le problème que j'ai en tant que sociologue, c'est que, en fait, vous voyez, chaque société produit des types de solutions. Chaque société produit des modèles de solutions face aux problèmes. Il y a des sociétés qui sont très faibles en matière de production des solutions. Vous allez voir par exemple des pathologies qui vont être dans une société. Heureusement que nous vivons aujourd'hui dans le monde globalisé, tel que les sociétés s'intercommuniquant. Dès qu'il y a une possibilité de traiter une pathologie quelque part, on la découvre ailleurs. Mais sinon, si on parle d'une société fermée, il y a des sociétés qui ont des faibles capacités à faire face à des problèmes, surtout des problèmes cruciaux comme ceux-là. Et qu'est-ce qui permet ça? C'est le niveau d'organisation de la société. Le Cameroun fait partie Bien sûr, je vais y arriver sur le cas du Cameroun. C'est le type de culture dans le pays qui fait ça. Les pays comme l'Inde, qui produisent des plateaux techniques, des compétences, des niveaux d'accessibilité faciles, en fait, c'est le reflet de l'organisation de cette société. Ce n'est pas un individu qui arbitrairement décide que subitement on va avoir un plateau technique bien fait, subitement on va avoir des personnes bien formées. C'est le type d'organisation de la société. Ce que j'écris sur ce plateau, aussi bien ici qu'ailleurs sur notre société, c'est que notre pays est totalement déstructuré et la qualité de l'homme même. L'homme camerounais est totalement déstructuré au point que pour produire des types de solutions comme ça au Cameroun, je reste très dubitatif parce que, en fait, pour nous, les sociaux, ça ne tombe pas du ciel. C'est le pur fruit, c'est le pur reflet de l'organisation de la société. Quand on a une société qui est totalement à terre, vous ne pouvez produire rien de bon. Je vous mets au défi. Mettez les plateaux techniques sur place au Cameroun. S'ils tiennent 10 ans, ils ne tiendront pas. Décidez de prendre en charge ce phénomène au Cameroun, cette maladie au Cameroun. Attendez dans quelques années, quelle est l'évolution? Même le bilan ne pourra pas nous livrer. Vous voulez dire que, la pays, prise en charge des pathologies est une utopie dans notre pays? C'est la prise en charge des pathologies ordinaires. On arrive à le faire facilement. Mais la prise en charge des pathologies particulières qui demandent des efforts particuliers, comme par exemple avoir un plateau technique compétitif dans le monde aujourd'hui. En parlant du ratio, qualité des services, accessibilité financière, nous allons voir, nous n'avons pas la facilité d'en produire. Et je vais féliciter aussi le médecin qui a découvert ce dont souffrait le journaliste. Parce que l'une des choses dont on souffre dans ce pays, c'est que quand vous avez une maladie qui sort de l'ordinaire et dont les premiers examens, les examens ordinaires ne permettent pas de détecter, l'on proclame facilement dans nos hôpitaux qu'on ne trouve pas. Et puis, le médecin qui vous dit, messieurs, vous avez fait tel examen, c'est positif, 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 je ne sais plus quoi faire, ou revenez. La précarité financière aidant, il va même s'installer au quartier. Et j'apprends souvent, et j'espère que c'est faux, je prie que ce soit faux d'ailleurs, d'autres disent que les médecins ont dit que cette maladie ne se traite pas à l'hôpital, il faut aller chez le marabout. Même si j'ai l'habitude de dire, si un médecin vous dit ça, appelez-moi, je viens vous porter plainte immédiatement. Il n'y a aucune maladie qu'on ira traiter chez les charlatans au village. La médecine permet de prendre en charge les pathologies, même si lorsqu'il s'agit d'une pathologie
non encore identifiés. Il y a dans des entreprises, dans les organisations, même dans les formations hospitalières, des services qu'on dit des services de développement, des services de recherche et développement. Si vous souffrez d'une maladie, vous passez de médecin à médecin, on ne trouve pas la solution, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas. Il faut aller au service de recherche et de développement pour pouvoir l'identifier. Et ce à quoi nous interpellons nos médecins, c'est de pouvoir faire cet acharnement sur des personnes qui souffrent. Et pour ça, il faut avoir les moyens, comme il a dit. Il faut parfois un médecin pour 5 patients par jour, tout simplement. Pas cette histoire qu'on voit un médecin, il est assis, il y a une quarantaine de personnes devant son bureau, demander, mais le pauvre, même au 10e cas, mais il est déjà fatigué. Et donc, il faut qu'on ait des ressources humaines, il faut que les médecins aient un nombre raisonnable de patients à suivre et qui suivent vraiment. Parce que si on n'avait pas fait cela pour ce monsieur, beaucoup de personnes auraient dit, mais certainement on lui a lancé son village. Et puisque ça a duré quand même, mais il y a eu plusieurs années avant la découverte. Mais quant à la question de la transparence, je voudrais sortir par la question de la transparence. La question de la transparence, elle est très importante. Nous vivons aussi dans un pays de grande opacité. Je viens de faire une thèse de doctorat sur la question de la transparence, même s'il s'agit de question du secteur pétrolier, qui est un secteur d'une opacité particulière. L'opacité dans notre pays est une règle d'or. L'opacité dans tous les secteurs. Je félicite aussi Regard Social d'avoir pris cette approche de la transparence. Parce que ce n'est pas la première fois que nous voyons que les cotisations qui sont faites, il y en a qui donnent 500 francs, j'entends souvent, il y en a qui donnent 1000 francs. Il est très important que lorsque quelqu'un donne ses 5 francs, 500 francs, 1000 francs, qu'on en rende compte. Parce que c'est cela qui permet à ce que les générosités soient encouragées et que les autres personnes aient le courage d'en donner encore. Et la transparence est l'un des critères d'efficacité managériale aujourd'hui. C'est-à-dire les grandes entreprises, pour qu'elles puissent réussir, la transparence, on parle de la gouvernance d'entreprise. La transparence est une fonction, est une caractéristique clé. Donc, pour qu'on puisse réussir les actions que nous entreprenons, il faut que ce soit transparent. Et c'est pour ça que j'ai dit merci aussi pour cette belle leçon qui est donnée. Je ne voudrais pas citer les secteurs d'activité les plus opaques de notre pays qui devaient venir prendre la belle leçon de la transparence ici. Alors, très bien. Alors, donc, Dr Loé, on comprend bien qu'il faut un plateau technique, il faut également des moyens. On a finalement compris à travers le reportage que cet argent qui lui a été remis, c'était pour une évacuation sanitaire à l'étranger et bénéficier donc de cette prise en charge. On devrait davantage faire des efforts pour avoir quand même des plateaux techniques qui permettent de solutionner, par exemple, des cas rares aussi. Oui, pas jusqu'à l'insulinome. Allons d'abord avoir le plateau technique pour les maladies qu'on rencontre régulièrement. Le sociologue vient de vous parler et vous voyez que s'il y a même le plateau technique, il faut l'entretien. Il faut que les malades viennent pour éponger. Parce que si vous avez un plateau technique qui prend en charge et que les malades ne sont pas capables de venir payer pour éponger, même l'entretien, il n'y aura pas. L'appareil va rester là. Donc, il faut toute une organisation. Mais dans un pays comme ceci, on devrait quand même avoir au moins à Yaoundé, pour tout le pays, pour que quand on évacue plutôt à Yaoundé et non à l'extérieur. Dr Yemi, dans les contributions tout à l'heure, on a entendu les amis, les frères. Il a la chance d'être dans une association. Ce sont les anciens élèves du lycée Jos. Ça a permis à ce que ces anciens élèves également contribuent afin d'avoir le montant qu'il fallait pour sa prise en charge hors du pays, pour son évacuation sanitaire. C'est beaucoup d'argent déjà enregistré. Oui, Flavien, mais juste 2 minutes pour revenir sur ce que le sociologue a dit. Je ne pense pas que nous devions être pessimistes. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est un Camerounais qui a diagnostiquer cette maladie. Et je pense que si nous avons la foi, nous pouvons arriver. Et nous allons arriver. Nous avons des très grands... Il faut la volonté aussi. La volonté aussi, bien entendu. Et nous avons des très grands spécialistes au Cameroun. Ça, il ne faut pas le renier. C'est vrai, nous allons peut-être à pas de tortue, mais nous évoluons quand même. Déjà à Douala, nous avons au moins un hôpital général et dans 2, parce qu'il y a l'hôpital général et l'hôpital gynéco-obstétrique. Et dans chaque région, on essaie d'implanter
un hôpital régional. Donc, ne soyons pas pessimistes. Essayons plutôt de tenir compte de nos propres valeurs individuelles, c'est-à-dire que c'est l'homme qui est mauvais, mais ce n'est pas tout le système en général, quoi. Donc, moi, je reste optimiste. Si on a pu diagnostiquer, on peut également soigner. Pour revenir maintenant, quant aux cotisations, oui, il y a eu la contribution des anciens élèves du lycée Jos QE79. Ce sont les camarades d'Alain du lycée Jos. Je pense que c'est d'ailleurs eux qui ont essayé de mener le combat pour trouver, comment je vais dire ça, l'hôpital qui devait le recevoir en Inde, quoi. Et on continue à le faire parce que même après qu'il soit revenu, n'est-ce pas, il y a eu un suivi post-chirurgical. Donc, comme je l'ai dit, nous, les anciens élèves du lycée, on essaie de faire quelque chose. Bon, je m'abstiens de donner le montant. Peut-être Madame Témé vous le dira tout à l'heure. Très bien. Alors, l'argent collecté et reçu donc par Alain Tongo et Tondé était donc destiné justement à sa prise en charge. Et c'est un hôpital de haut niveau basé donc en Inde qui était chargé de l'accueillir notamment le patient. Sous la caméra de Danny Warren II, l'équipe de reportage de Regard Social a accompagné Alain à l'aéroport et jusqu'au moment où il a pris le vol pour se rendre en Inde. Je vous invite à suivre le reportage parce que la caméra n'a pas raté un seul instant et vous aussi, vous allez découvrir ces moments. De Regard Social et son accompagnateur sont des passagers du vol qui va en direction de l'Inde. À l'aéroport, le cas social décline la destination tout en rassurant tous ceux qui ont contribué pour son évacuation. C'est un sentiment unique de délivrance, quoi. Ça veut dire que je suis convaincu que je suis convaincu que je vais vivre. En fait, je n'ai jamais vécu. Je crois que pour une fois, je vais commencer à vivre. Donc, tous ceux qui ont contribué à ça, les téléspectateurs d'Equinos, surtout mes camarades du lycée Jos, il n'y a pas de mots pour dire ça, quoi. Je leur dois tout, quoi. Il n'y a pas de mots pour dire ça. Et tu vas où? Je vais en Inde, à Bangalore, une ville très, de technologie très avancée, on dit la ville à la technique la plus avancée, dont je vais bénéficier de l'avancée technologique de la médecine indienne. Et c'est sûr que tout devrait bien se passer. Oui, on en a pour au moins un mois. Et c'est sûr que je vais vous retrouver, je vais retrouver tout le monde en pleine bourre, quoi, les téléspectateurs en pleine bourre. Normalement, je n'avais pas vécu, je crois que je vais vivre, quoi. J'arrive dans la vie. Je pense que c'est ça, quoi. Dans cette ambiance de voyage et de revoir, les anciens camarades venus accompagner Alain à l'aéroport ont désigné un porte-parole qui n'a pas lésigné sur les mots, tout en gardant espoir de revoir leurs camarades en bonne santé. Du coup, de mettre mené cette action sur le plan médiatique. C'est également l'occasion de remercier tous ceux qui ont donné leur contribution afin que la cagnotte soit assez élevée pour que l'opération sur le plan financier connaisse un succès véritable. Particulièrement cette entreprise qui, le premier jour, est intervenue en direct sur le plateau pour donner une contribution. Ça a été un geste qui nous a beaucoup marqué et la suite, c'est déjà l'espoir qui la guérison est là. Nous avons suivi le processus de bout en bout. Il y a des examens qui sont prévus, tout l'accompagnement nécessaire sur le plan médical. Nous attendons la remontée d'informations pour pouvoir recevoir notre camarade en toute pompe. La suite, c'est un peu ça, c'est le volet médical et le retour que nous espérons assez
heureux, quoi. Pour la famille d'Alain, le Tout-Puissant a écouté les uns et les autres afin que cette première étape connaisse un essor favorable. En attendant son retour, c'est une pluie de bénédictions à l'endroit des âmes de bonne volonté. Mais la providence du Seigneur n'aurait rien pu sans les hommes. Et le remerciement de la famille va en premier lieu à ses camarades de promotion. Ces camarades de promotion qui ont offert leur bouche, leurs mains, leurs pieds au Seigneur pour que le Seigneur réalise un miracle. Et c'est ce miracle qui est en train de se réaliser en ce moment. Un merci à tous ceux qui ont soutenu la famille d'une façon ou d'une autre, par les conseils, par la prière et même aussi par leur apport financier. C'est l'occasion de dire merci aussi à Regard Social. Regard Social qui a pris vraiment l'affaire à cœur. Je me rappelle le tour que j'ai fait à Regard Social il y a 1 ou 2 semaines. J'ai vu une famille autour d'Alain. Il y avait une mobilisation autour d'Alain. Et c'est autant de signes qui réconfortent, autant de signes qui font espérer, autant de signes qui montrent qu'on n'est pas seul. Parce que pendant de nombreuses années, nous avons vécu tout ça tout seul. Et puis c'était difficile. Vous avez suivi le témoignage d'Alain pendant son premier passage à Regard Social, C'est sous ces images des personnes au regard de pitié que Tongo Etonde Alain prend la direction de la salle d'embarquement de l'aéroport international de Douala. Et justement, vous avez constaté qu'il a pu prendre le vol, qu'il l'a conduit en Inde, et un voyage qui a duré plusieurs heures, et avec notamment des escales aussi. Alors, il a réussi donc à arriver dans cette ville qu'il a accueillie, et l'hôpital en même temps. Je vous invite à vivre en image l'hôpital en question et son séjour passé pratiquement 1 mois dans cette formation sanitaire qu'il a acceptée, qu'il a accueillie, et des médecins également qui étaient à ses côtés pour sa prise en charge. Juste après, nous allons ouvrir encore notre débat. Loïc, vous avez quand même regardé l'environnement dans lequel Alain a été pris en charge. L'hôpital, quand même, la beauté donne les prémices de la santé. Bon, ce n'est pas l'extérieur qui compte, c'est l'équipement sanitaire. C'est ce qui est à l'intérieur. Oui, c'est quand même amusant, mais tout ça on peut vraiment faire ici au pays. C'est pas les carreaux, c'est pas ça qui manque, mais c'est l'équipement sanitaire. Et on a les ressources humaines, on a les neurochirurgiens. Même s'ils sont à l'extérieur, s'il y en avait, ils pouvaient venir faire et rentrer. Donc, c'est une opération. On a l'espoir qu'un jour on peut faire ici. C'est une petite opération, mais c'est l'équipement sanitaire qui manque. 1 mois durant, les médecins se sont donnés à fond pour trouver la solution à Alain, quand même. 1 mois durant, parce qu'il faut rétablir, il ne faut pas enlever un problème pour remettre un autre. Il ne faut pas l'opérer pour qu'il devienne diabétique. Donc c'est pourquoi il faut maintenant remettre la chaîne en place. C'est pourquoi après l'opération, il faut voir déjà remettre sa chaîne de régulation hormonale en place. Et c'est pourquoi peut-être souvent, dans la majorité des cas, ces malades après l'opération ne sont pas diabétiques. Parce qu'on a l'impression qu'après avoir enlevé le pancréas, une grande partie, il doit tomber plutôt dans le diabète. Bon, il faut prendre des dispositions lors de l'opération, avant et au cours de l'opération, pour laisser la quantité de cellules qui peut subvenir à ses besoins personnels. C'est pourquoi dans la majorité des cas, tout ce temps, c'est pour qu'on ne retombe pas dans une autre pathologie chronique. 10 heures quand même pour Dr Yemi, 10 heures pour son opération, c'est quand même beaucoup. Oui, 10 heures, c'est quand même beaucoup, mais il y a d'autres opérations dont on fait plus de temps, quoi. Et pour revenir un peu au propos du docteur Loé, je pense que ce n'est pas l'esthétique, ce n'est pas la beauté des bâtiments. Nous avons de la matière grise nécessaire au Cameroun pour le faire. Donnez-nous le matériel, nous allons le faire. Envoyez-nous
nous former, mettez ceux qu'il faut à la place qu'il faut, au nom de remplir les avions avec... non. Mettez des gens pour qu'ils aillent se former, ils vont revenir avec des conditions idoines pour pouvoir travailler dans leur pays, ils peuvent le faire. 10 heures pour une opération comme celle-là, Dr. Levela s'est bien expliqué. Parce que, comme on l'a dit, l'insulinome, de manière terre à terre, hein, c'est, disons, le contraire du diabète. Si on soigne, on peut retomber sur le diabète. Donc, il faut essayer de juguler le juste milieu pour ne pas, en enlevant une pathologie, retomber sur une autre. Et qui pourrait aussi être chronique. Parce que le diabète, c'est une maladie chronique. Quand on dépiste le diabète, vous l'avez à vie. Donc, 10 heures, je pense que c'est normal parce qu'il faut aller de manière minutieuse, n'est-ce pas, pour ne pas aller à l'encontre de ce que l'on aurait souhaité. Alors, docteur Dorgmou Magloire, on peut comprendre également que lorsqu'on admire un peu, même si c'est en image qu'on a pu vivre cet espace qui a accueilli Alain, il y a l'attention des médecins, l'accueil, l'environnement, c'est déjà un premier traitement, même si sur ce plateau on semble négliger le côté esthétique. Oui, bien évidemment, parce que, comme je parlais tout à l'heure, il ne faut pas seulement voir la dimension technique de la structure, il faut voir une dimension qui est humaine, qui est sociale. Je suis enseignant d'un cours que je passionne beaucoup, le cours de design organisationnel. Et je crois que j'ai même manqué ce plateau de télévision, ce plateau de la semaine dernière, effectivement, parce que j'étais en séminaire pour préparer ce cours. Et la dimension du design organisationnel, c'est laquelle? C'est que la manière dont la structure est configurée, elle peut être configurée de manière à ce qu'elle produise des bons résultats. Vous avez vu comment Alain y allait quasiment à béquille. Et puis, il a été métamorphosé totalement. Comme nous avons vu dans la dernière image, il a eu à nouveau accédé à la vie. Il revit, il a retrouvé la vitalité humaine. Pourquoi? Parce qu'il y a une structure qui a réussi à faire ça. Et ce sur quoi je voudrais attirer l'attention, c'est qu'au-delà de l'aspect technique que peut porter un médecin en termes de compétences techniques, au-delà de l'aspect technique que peut revêtir un plateau en termes de plateau technique, il y a cet aspect managérial, il y a cet aspect politique, c'est-à-dire la volonté politique et puis l'action politique. C'est en fait le fait de penser une structure comme celle-là, d'organiser les moyens, d'organiser les ressources pour avoir une structure comme celle-là, qui fait qu'on a la structure. Il est important dans notre pays que nos autorités puissent penser à cela. Les médecins, on n'en manque pas. On en a suffisamment. On a de très brillants médecins, comme il le disait si bien. Est-ce que nous manquons de l'argent pour mettre sur pied les plateaux techniques? Nous n'en manquons pas non plus. Parce que quand même, si on demande de faire un devis pour un plateau technique permettant de faire une telle opération sur le pancréas, on n'allait pas me dire que ça coûte le ciel et la terre. En fait, que manquons-nous? Voilà la bonne question. Et c'est la question qu'un bon Camerounais devrait se poser. Qu'est-ce que le Cameroun manque au fond? Parce que pour résoudre les problèmes comme celui dont on parle, vous voyez, mais il y a une chose qu'il faut comprendre. Il a eu la chance d'avoir ces ressources pour aller faire soigner, pour aller se faire soigner en Inde. Combien avons-nous qui sont morts dans notre pays pour n'avoir pas eu cette opportunité? Ils sont pleins. Alors, ces personnes sont allées en Inde. Ils ont trouvé quoi? Ils ont trouvé tout ce que nous avons sur place. Mais, c'est-à-dire les ressources financières pour en acquérir. Les personnes nées assez intelligentes pour être formées. Un plateau technique qu'on peut mettre sur pied. Si nous avons tout ça, nous avons des personnes très intelligentes. Nous avons des brillants médecins sur ce plateau. Nous avons les ressources minières. Nous avons les ressources du sous-sol. Nous avons le bois. Nous avons l'agriculture. Bref, de quoi avoir de l'argent? Qu'est-ce que nous manquons au juste qui puisse justifier le fait que tous ceux qui n'ont pas pu être sauvés comme Alain a été sauvé soient morts? Qu'est-ce que nous manquons? En fait, nous manquons ce qu'on appelle l'action publique. C'est ce que nous manquons, l'action publique. Et cette action publique est posée par qui? Cette action est posée par les dirigeants. Et l'action publique, elle comporte toutes les configurations permettant d'avoir un homme qui parte de l'enfer
quand on sort de l'avion, un homme qui sort d'un bloc en sautillant, en courant comme il a fait. C'est l'action publique, ça ne coûte rien du tout, mais ça produit ce miracle, ça produit cette vie. Nous avons besoin dans ce pays, et je le dis depuis quelques années, urgemment, des dirigeants qui puissent produire des actions cohérentes, qui produisent des phénomènes pareils. Et je prie nos autorités, et je m'adresse ainsi au ministre de la Santé publique. C'est urgent de pouvoir organiser le secteur de la santé. La santé fait partie, j'ai dit on a trop de problèmes dans la vie, mais sauf que si votre problème est un problème, si vous avez le malheur de ne pas avoir un problème d'argent, mais d'avoir plutôt un problème de santé, mais vraiment vous allez vivre l'enfer. La santé c'est un secteur clé, c'est pour ça qu'il est important qu'on puisse mettre sur pied les moyens pour pouvoir soulager les personnes qui souffrent. Et puis je voudrais attirer l'attention sur un élément très important en matière de management dans le secteur sanitaire, le secteur hospitalier. Vous savez, à l'hôpital, nous disposons, quand vous voyez un hôpital comme l'hôpital général dont on parlait tout à l'heure, l'hôpital Lakensi Douala ou l'hôpital Génico dont on parlait tout à l'heure, habituellement les gens quand ils voient l'hôpital, on voit les médecins, on voit les infirmiers, on voit le plateau technique. Il y a une macrostructure qu'on appelle le management hospitalier, l'administration hospitalière. Cette administration hospitalière, elle est faite par des hommes. Par quel type d'hommes? Ce sont ces hommes que nous manquons. Parce qu'aller à l'hôpital, vous toquez une porte, c'est l'infirmier qui vous reçoit. L'autre, c'est le médecin qui vous diagnostique. L'autre, c'est le chirurgien. L'autre, c'est celui qui vous suit par la suite. Tous ces dispositifs sont mis en place par celui qu'on appelle le manager. En tout cas, le Cameroun compte déjà des administrateurs des hôpitaux. Qui doivent implémenter des actions. Oui, on a déniché un qui est passé dans le cadre de l'émission As-tu Santé et plusieurs médecins l'ont appelé pour féliciter ce qui a été dit au cours de cette émission. Alors, Dr Loé, je vous invite également à suivre à nouveau notre reportage parce que la prise en charge d'Alain a duré 1 mois en Inde. Vous voyez bien qu'à travers les images que vous avez vécues tout à l'heure, il est important qu'il passe ces 1 mois et qu'il revienne au pays. Il a donc décidé de revenir au pays après les efforts fournis par des médecins et lui-même, parce que le patient lui-même déjà doit accepter sa prise en charge, il doit accepter qu'il n'est plus malade et ça peut aller également. Donc juste après le reportage que je vous invite à suivre, vous allez davantage découvrir des choses sur ce plateau et peut-être la nouvelle vie d'Alain. À l'aéroport international de Douala, des véhicules sont immobiles. Des frères, sœurs et amis de Alain Tonga Tondé sont au rendez-vous. Ils attendent avec la patience des premiers chrétiens le retour du cas social de Regard Social, parti en Inde 1 mois auparavant pour des soins. Minute. Un avion atterrit à l'aéroport international de Douala avec à bord des palins et son accompagnatrice. Nous a permis déjà de nous retrouver tous, de retrouver notre frère qui était parti dans une aventure qu'on ne maîtrisait pas tous. Et le Seigneur a permis qu'il a accompagné quoi. Aujourd'hui, nous avons un nouvel homme. Un homme qui veut commencer à avoir des projets. C'est vrai qu'il avait plein de projets qui étaient restés en suspens. Aujourd'hui, avec son retour, je pense que on ne va pas dire born again, mais une naissance, pas renaissance, une vraie naissance. Donc, on va dire merci au Seigneur et on va tout simplement prendre notre Père. Alors, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vais essayer de continuer pour dire que
le Lijo de 79 a cru en ce Seigneur-là, qui a permis que chacun, avec toute la famille d'Alain, avec son accompagnatrice, que Alain reprenne vie, qu'il naisse. Aujourd'hui, Alain, tu es né. Maintenant, montre-nous de quoi tu es capable, journaliste là. On veut voir tes grands reportages. Hein? Vie enfant. C'est tout ce que moi je pouvais dire. Et nous remercions encore Mouto, qui a été vraiment magnanime. Parce que avoir un grand malade au quotidien, c'est dur. C'est dur. Parce qu'il faut gérer les humeurs. Vraiment, Mouto, le Lijo de 79 et toute la famille de Tongo, si je puis me permettre, te dit merci. Vraiment merci du fond du cœur. Alain est désormais au pays et à la maison. Le journaliste qui avait laissé la plume pour cause de maladie retrouve ses formes. Mais il se souvient de son séjour passé en Inde où il a bénéficié des prouesses de la haute médecine après 10 heures de bloc opératoire. Tout s'est très bien passé en Inde, je veux dire sur le plan médical. Les Indiens, ils ont mis tout leur savoir-faire à disposition pour... En fait, ils ont fait valoir leur haut niveau médical. Et après une intervention de près de 10 heures et on va dire quoi, des dizaines de consultations entre eux, des dizaines d'examens, ils sont venus à bout de la maladie à la faveur d'une intervention très compliquée. Et pour eux, c'est un challenge pour eux de pouvoir faire cette intervention-là. Et tout s'est très bien passé pendant l'intervention et après l'intervention. Tout ce qu'ils avaient pronostiqué s'est avéré au mieux. Tout ce qu'ils avaient donc j'ai passé un mois. Je suis entré à l'hôpital et je suis ressorti. Je suis entré à l'hôpital il y a un mois. Je suis ressorti. Ça veut dire passer un mois à l'hôpital sans respirer l'air du dehors. Bon, là, ça va. Vous avez vu que j'ai marché sans mes béquilles. Donc, je crois que les béquilles, c'est l'ancienne vie ou l'ancienne non-vie. Grâce à la chaîne du peuple et particulièrement aux âmes de bonne volonté de la célèbre émission Regard Social, Alain peine à trouver des mots pour remercier toute la communauté. Depuis mon passage à Equinox, il y a eu une dynamique, il y a une... Ces projets abandonnés seront ressuscités. Mais avant, il faut se donner une période de détente. Alain est donc de retour au pays. Vous avez suivi le reportage. Il manque de mots, en tout cas, pour dire merci à tous ceux qui ont contribué à sa prise en charge. Il remercie, en tout cas, il le dira d'ailleurs tout à l'heure, puisque nous allons le recevoir avant la sortie, avant la fin de cette émission. Dr Loé, vous avez écouté le patient. Il est conscient, il sait qu'il est allé, il s'est retrouvé entre les mains expertes qui l'ont sorti de la douleur, du calvaire dans lequel il était depuis pratiquement sa naissance. Oui, comme on a dit au début, c'est une opération qui a souvent des bons pronostics. Nous malades prennent souvent 3 à 6 mois pour se remettre. Et ce n'est que le plateau technique qui montre qu'on pouvait faire cette opération ici. Bon, aller en Inde, c'est bien. Mais nous souhaitons que dans le futur, qu'on puisse faire ces opérations ici au Cameroun. Alors, la suite, il n'y a pas de problème? La suite, maintenant, de ce qu'il dit, ce que les médecins ont fait? Ça dépend de ce qu'on a trouvé, ça dépend de combien
le malade peut à la longue devenir diabétique si beaucoup de cellules sont abîmées. Mais je vous ai dit que l'opération dure parce qu'on veut minimiser l'après-opération. Parce que l'après-opération, vous voyez le cerveau qui a fait 20 ans sans oxygène, il fallait toujours prendre du sucre, ça ne prenait, donc il prenait le sucre à contre-temps. Mais avec le temps, quand le sucre vient normalement, le développement prend son cours. 3-6 mois, le malade peut déjà être actif et sans problème. Docteur Magloire, le patient, il remercie tout le monde. Il est, je veux dire, plus que fier de se retrouver en famille, de retrouver ses amis, ses camarades. Il avait pronostiqué tout ça avant. Il disait, bon, il s'en va, il est convaincu qu'il sera pris en charge dans de bonnes conditions et qu'il reviendra. Il est revenu. Bien évidemment. J'ai l'habitude de dire que dans l'action managériale, sur les actions telles qu'elles sont planifiées, les séquences respectées, les règles appliquées, en principe, on doit avoir les résultats escomptés. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et les résultats, nous, on les a. Ce qu'il faudrait voir maintenant par la suite, et c'est là le plus important, c'est que voilà en quelque sorte le parcours, voilà en quelque sorte les actions entreprises qui ont donné tel résultat. Comment est-ce que nous pouvons faire pour que ce cas réussi soit, n'est-ce pas, capitalisé puis généralisé en termes de solutions standardisées? Parce que si nous aidons une seule personne, c'est bien beau, mais il faut maintenant essayer de faire, d'institutionnaliser cette aide de manière à ce que ce soit généralisé sur plusieurs personnes. Et je crois que pour faire simple, quand on a un cas comme celui-là, vous voyez une solidarité spontanée que nous mettons en place. Il faut créer des structures d'aide à personnes en détresse, d'aide à personnes indigentes. Parce que s'il n'y a pas une institutionnalisation de l'aide de personnes indigentes, s'il faut compter nécessairement sur des personnes qui ont l'opportunité d'avoir accès sur ce plateau, parce que si nous prenons tous les cas sociaux qui sont ici, on n'en finira pas parce qu'on en a vraiment. Il faut nécessairement, et ça revient toujours à toucher le domaine de l'action publique, le domaine de l'État, dont l'État, à partir d'un cas pareil, vous savez, tous nous construisons l'État ensemble. Et à travers l'initiative privée, qui est l'initiative d'Equinox, nous participons à construire ce processus de prise en charge publique des personnes en détresse. Et donc l'État peut capitaliser cet effort fait par Equinox et bien d'autres personnes privées, cet effort de collecte d'aide privée pour pouvoir résoudre un problème, pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut institutionnaliser une telle solution et offrir. Et je voudrais vraiment le préciser, qu'il y a tellement de personnes qui ont un problème, peut-être même pas parfois des problèmes de maladies rares, même il y a des personnes qui ont même des maladies ordinaires, les maladies les plus ordinaires qui en meurent, faute d'accès aux soins. Pourquoi? Parce qu'elles sont des personnes indigentes n'ayant pas de moyens. Et puis il faut que nous soyons sensibles à des personnes qui souffrent pour pouvoir apporter quelque chose. Comme j'ai l'habitude de dire à mes étudiants, si vous êtes sur la terre et que vous n'avez pas la capacité de pouvoir venir en aide à une personne qui souffre, j'ai bien peur que vous soyez une erreur de la nature. Parce que si vous êtes sur terre, bien sûr, il y a tellement de personnes qui souffrent dans ce monde, tout domaine confondu. L'expertise du médecin, vraiment, c'est vraiment louable parce que les médecins, vous savez, parce que ça fait de porter en soi une maladie, de ne même pas pouvoir s'épanouir dans ses activités. Mais le médecin, à travers son expertise, il a pris du temps d'aller sur les bancs, d'aller s'asseoir, d'apprendre au fil des années et puis de s'exercer. Et donc aujourd'hui, il peut recevoir dans son bureau, dans sa clinique, des personnes qui viennent étant en détresse et qui sortent avec un sourire. Donc il est important que chaque être humain sur Terre, commençant par ses médecins jusqu'au sommet de l'État, et que tout individu se retrouvant dans ce champ d'aide puisse participer à soulager. Et notamment nos dirigeants. Nos dirigeants sont vivement interpellés à penser. Parce que lorsque le secteur sanitaire va mal, je me demande vraiment où est-ce qu'on en est. Si vous souffrez de paludisme, vous ne pouvez pas en être guéri. D'accord. Alors, je vous donnerai la parole tout à l'heure, docteur Yemi, le temps pour nous de revivre un peu
les moments depuis que Alain est revenu au pays, il est au Cameroun, il est à la maison, il est en famille, mais il s'est donné une bonne période pour se refaire une santé. Je voudrais vous inviter à suivre dans le reportage qui a été réalisé avec la caméra de Abena Bena à Kribi. Il s'est donné un peu de temps d'aller à côté de la mer, respirer de l'air pur. Et Joseph Abena Bena est allé le rencontrer. Dans ce reportage, toute l'ambiance se dessine et même son avenir. Ce monsieur qui s'échauffe et respire la forme ici revient de loin. Victime d'une maladie rare, Alain Tongo Etonde vient de recouvrer parfaitement sa santé. Son organisme et sa psychologie ont repris la socialisation, aptitude perdue depuis des lustres. Il peut à présent raisonner, dialoguer, bref, retrouver le vivre ensemble. Maintenant, j'ai des ans, par exemple, pour parler avec vous, pour discuter, sans être diminué, pour aller partout, pour me promener, pour faire ce que je veux. Avant, quand je partais en Inde, je marchais avec une béquille. Hein. Je ne pouvais pas rester 3 secondes debout, mais avec la béquille. Après 3 secondes debout, il fallait que je m'asseye. Même avec la béquille. Tout ça, c'est fini, tout ça. Le fait de bien me porter, de bien me sentir, le fait de ne plus avoir tous ces chirurgies où je ne pouvais pas parler, où je ne pouvais pas marcher, tout ça. Ça me redonne aussi beaucoup, ça me redonne de l'assurance. Parce que je manquais tellement d'assurance, j'étais tellement diminué, ça veut dire j'étais diminué en tout, quoi. J'étais diminué par la maladie, j'étais socialement diminué. Complexé. Oui, complexé, tout. J'étais très, très diminué. Je manquais d'assurance, quoi. Maintenant, tout ça va en train de revenir. Mais ce sera pas facile, mais ça est en train de revenir. Alain Tongo Etonde peut redécouvrir les vertus de la nature, comme ici, sur les berges de l'océan Atlantique, à Kribi. Ayant repris tous ses sens, ce journaliste de profession ne manque pas d'ambition pour se relancer dans la vie active. J'aurais un embarras de choix, quoi. J'aurais un embarras. Il y a tellement de choses, il y a tout à faire, en fait. Et je ne sais pas combien de crédits, quel crédit de vie on m'a accordé. Est-ce que j'aurai assez de temps pour faire tout ce qu'il y a à faire au pays? Il y a tellement de choses. Est-ce que on m'a accordé, je ne sais pas combien de temps on m'a accordé, 5 ans ou 50 ans. Ou est-ce qu'il y aura assez de temps pour faire tout ce qu'il y a? Il y a tellement de choses à faire. Et le journalisme, c'est ce que je sais faire. C'est ce que j'ai toujours fait. Et je peux le faire à tout moment. Donc c'est mon plan A. C'est mon plan A. Mais je n'ai pas envie de me relancer immédiatement dans le journalisme. Je pense que c'est pas ce que je compte faire là immédiatement. C'est pas ce que je compte faire. C'est pas ce que je compte faire. Ce sera un plan B-C. Conscient de ce que cette santé recouvrée tient des âmes de bonne volonté, leur générosité et leur solidarité, M. Tongo ne tarit pas de gratitude à leur endroit. C'est l'exercice le plus difficile parce qu'il y a au moins 1 millier de personnes qui m'ont soutenu, qui se sont investies, corps et âme, chacun à son degré. Il y a 1 millier de personnes. Commencer par le corps médical, par exemple, le corps médical des endocrinologues. Je commencerai par le docteur Mike Tayo, qui est Ghislaine Follon, qui a œuvré pour le diagnostic. Les choses vont passer telles que si ça n'aurait jamais pu ça ne peut pas se refaire, ce qui s'est passé. Ça ne peut pas se refaire. Il fallait 20 millions de francs pour me faire soigner. Ça veut dire partout où on exigeait 20 millions de francs.
Et je crois que c'était petit. C'est ce qui était fixé dans leur protocole. Mais c'était plus de partout, ça aurait été plus de 20 millions. Et comment trouver 20 millions? Ça peut se faire. Je vais rendre hommage au personnel d'Equinox, du regard social notamment. Les personnels d'Equinox, les gars de regard social qui sont tous devenus mes amis, étaient très chaleureux, très professionnels. Ça veut dire que ils ont mis tout en œuvre pour que le public reçoive mon message, pour que mon message passe comme il devrait passer, pour qu'il soit reçu par le public. Eric Pouamo, Flavien Ndongo, Samuel Toufa, le chef opérateur, le réalisateur Warren, et tout le monde, même M. Tchonk, tout le monde a mis du sien pour que mon message passe et soit reçu. Et ça, je ne sais pas comment. C'était aussi magique, quoi. Les personnes qui donnent 5 000 francs, 2 000 francs, c'est magique, quoi. D'être sensible à un cas de M. Bobio Kono. Je suis devenu une charge pour lui, une charge qu'il a assumée. Il y a le village qui m'a soutenu aussi. Il faut que je les remercie. Les amis d'enfance, ça veut dire on a vécu dans un camp de la régie Fercam d'avance, à Stéchardy. Le professeur Eugène Sobgui à Yaoundé. De camarades du lycée Jos. Ils ont dit jusqu'à la gare et ils ont honoré leur engagement. C'était magique. Monsieur Tongo Etonde Alain, malgré la rigueur du monde de l'emploi et le climat des affaires de plus en plus rude au Cameroun, est désormais prêt à se jeter dans la vie active avec comme pour principal capital sa propre santé. Et voilà, c'est donc Alain Tongo Etonde qui est aujourd'hui, en tout cas tel que vous avez vécu dans le reportage de Joseph Abena à Kribi. Il est allé rester là-bas pour quelques jours. Question de respirer l'air pur, l'air de la mer. Alain, bonsoir. Bonsoir, Flavien. Comment vous vous sentez? Super bien. Super bien. Vous êtes resté en off, vous avez suivi tous les reportages. Après tout ça, vous vous dites quoi? Vous revenez de loin? S'il te plaît, tu vas permettre de commencer par avoir une pensée émue pour notre camarade, notre frère du lycée Jos, Gilles Takou. Il a perdu sa fille et son fils lors de... Il y a une tragédie qui s'est déroulée à Bonabéry. Un mur s'est écroulé sur son fils et son épouse. La veillée a lieu ce soir. Et nos camarades du lycée Jos ne sont pas là. Ils sont investis pour le soutenir comme ils m'ont soutenu. J'imagine qu'après, ici, vous iriez certainement là-bas aussi. Forcément. On va aller avec Dr Yemi. Dr Yemi qui a un peu s'exfiltrer pour être ici, pour être ici avec nous. Dr Yemi, vous avez qui les camarades? On est camarades? Vous avez rappelé ça? Nous le découvrons. Vous le découvrez? Oui. C'est eux qui m'ont amené en Inde. C'est le Dr Yemi qui m'a mené en Inde. Donc le Dr Yemi représente mes camarades. Il est le seul ici, malheureux. Donc, on revient à votre question. C'était quoi? Comment vous vous sentez? Vous revenez de loin.
Après tout ce que vous avez suivi, premier reportage suivant, la rencontre avec Irène Tembe, la rencontre avec le voyage pour l'Inde, la rencontre avec les médecins là-bas, votre séjour. Et aujourd'hui, vous revenez au pays après un mois interné, un mois d'hospitalisation, un mois d'opération. Vous vous sentez véritablement homme aujourd'hui? C'est magique. Je crois qu'on va trouver, peut-être qu'on va trouver le temps pour dire la magie qui s'est passée. En fait, je suis en fin de convalescence. Mais même avant la fin de ma convalescence, je suis l'homme que je n'avais plus la force, même dans mes rêves, d'espérer devenir. Ça veut dire que dans mes rêves, je n'ai jamais pensé que je serais l'homme que je suis. Dans mes rêves les plus fous, je n'ai jamais pensé. Jamais. La maladie, je crois que je l'ai depuis la naissance. Je suis sûr que je l'ai depuis la naissance. Et je suis allé diminuant au fil des années pour jusqu'à le pic, on a vu le pic tout à l'heure. Et il faut vous dire que quand je dis que c'est magique, le corps médical en Inde, ils se sont demandé comment j'ai fait pour arriver en Inde. En fait, ils disent que s'ils savaient que j'étais comme j'étais, ils ne m'auraient pas donné le hockey pour venir en Inde. Pourquoi? À aucun moment. Ils m'auraient donné le hockey pour venir en Inde. En fait, ils disent que je suis venu les tenter. Ils se sont dit que je suis venu les tenter. Ça veut dire que je suis venu les provoquer. Comme quoi, ils ont négligé la pathologie, c'était pas un problème pour eux? Non, ils se disent que comment on leur envoie un cadavre, quoi. Je veux dire, comment on veut mettre à mal leur réputation. Comment on leur envoie quelqu'un qui est mort. Pourquoi on veut éprouver leur... Pourquoi on veut éprouver leur... compétence. Oui, leur compétence. Pour eux, vous étiez déjà mort, quoi. Oui. Pour eux. Et ils disent que s'il y avait attendu quelques semaines de plus, quelques semaines ou peut-être quelques mois, et seulement comment il fait pour prendre 3 vols. Ils n'ont pas compris comment il fait pour prendre 3 vols. Après les premiers résultats, ils ont paniqué. Je veux dire qu'ils ont totalement paniqué, totalement. C'était la panique. La panique, c'était le bras, le bas, quoi. Et pour eux, c'était un défi. Il fallait le relever. Justement. Et ils ont été merveilleux. J'étais suivi par... Il y avait au moins 30 médecins qui venaient me rendre visite pratiquement tous les jours. Au moins 30 médecins qui venaient me rendre visite pratiquement tous les jours. Le micro Et c'était une expérience, on va dire quoi, clinique, merveilleuse, surréaliste. Ça veut dire tu vois des personnes qui, comment dire, c'est l'humain qui compte. Ils font tout pour te mettre dans les bonnes dispositions humaines. Ils mettent un accent total pour te mettre dans les bonnes dispositions humaines. L'environnement, l'accueil, le sourire, tout pour tout le monde, vous redonner le goût de la vie. Toute la chaîne. Quand j'ai dit qu'il y a eu 30 médecins indiens, au moins 30 médecins indiens. Quand je parle de 30 médecins, il y a aussi les biologistes, ceux qui ont fait les radios et tout ça. Les anesthésistes, biologistes, infirmiers, tout le monde. Mais en même temps, ils ont recouru à une collaboration avec des Italiens. Et avant, pendant la chirurgie, qui a duré au moins 10 heures, et après la chirurgie, ils étaient en contact avec une équipe médicale en Italie. Vous avez vu le sucre depuis que vous êtes revenu? Pardon? Vous avez vu les carottes de sucre depuis que vous êtes revenu?
Ah, justement, ça c'est de l'histoire ancienne. C'est de l'histoire... Pendant le séjour, ça veut dire quand je suis sorti du bloc opératoire, c'est vrai que je suis resté sous glucosé. Tout le moment où au moment où je suis arrivé, jusqu'à une semaine après, je suis resté sur glucosé. Donc je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas vécu le changement en fait. Mais quand on a enlevé le glucosé, c'est pour, on va dire quoi. Vous remontez, vous maintenir le médecin avec nous. Oui, le glucose, c'est du sucre en fait. C'est du sucre et... Comment on dit ça? Ok, bon, ça c'est l'aspect médical. Dites-nous... C'est pour la réhydratation, tu veux dire? Pour te réhydrater, pour te maintenir? Non, c'est pour compenser En fait, quand je dois manger toutes les 2 heures. Donc c'est pour me contrôler, pour que je n'ai pas de moment d'hypoglycémie, pour que je sois sous contrôle. Donc j'étais sous perfusion. Pendant les 2 premières semaines, j'étais sur glucosé, pour ne pas... Très bien. Alors on vous a vu en image en train de faire des mouvements. Vous n'aviez jamais fait ça dans la vie? Sautiller un peu comme si... Non, je l'ai fait. J'ai joué au basket. J'ai fait la compétition, mais ça avait été très dur. J'avais été basketteur, mais je n'ai pas pu tenir. Un peu comme tout, ça veut dire que tu essayes de faire, mais ça te lâche. Un peu comme j'ai essayé de faire le journalisme. J'ai fait pendant 5 ans, 7 ans, ça m'a lâché. Vous allez reprendre? Le journalisme... Oui. C'est une des cordes de mon arc. Une corde assurée de mon arc, ça c'est sûr. Yeah. Bon, maintenant, est-ce que je vais reprendre? Il y a tellement de choses à faire. Donc, j'ai tellement de projets. Je ne sais pas si je débuterai par le journalisme. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est par le journalisme que je débuterai. Mais il y a tellement de choses à faire. Je vous pose la question que n'importe qui pourrait vous poser. Vous sentez votre corps maintenant? Mon corps? Oui, enfin, pour dire que vous n'avez pas rencontré une âme sœur entre-temps pour essayer de tester vos capacités. Non, je n'ai pas. Je m'y suis pas attelé. Le dos est très difficile. Ouais. Par rapport aux âmes sœurs, à la gente de l'autre sexe, c'est très difficile. Donc il faut y aller mollo. Il faut prendre son temps. Vous prenez le temps. Vous prenez le temps. Alors, maintenant que vous êtes revenu au pays, vous êtes pratiquement requinqué, vous êtes en forme, vous êtes allé à Kribi passer quelques temps, vous irez certainement encore ailleurs. Et vos premiers projets, c'est certainement vous trouver un emploi, penser à ceux qui ont pensé à vous également. Vous avez rédigé un mémo, mais je ne vous laisserai pas le temps de parcourir tout le mémo. Vous allez lire quand même quelques points. Certainement, c'est pour dire merci à tous ceux qui ont contribué, qui vous ont accompagné, qui vous ont soutenu, les camarades, les anciens camarades, et même les membres de la famille, les téléspectateurs d'Equinox Télévision, surtout de Regard Social. Oui, tout à fait. Il va falloir que vous laissez parcourir mon mémo parce que il y a 1 millier de personnes qui m'ont soutenu. Et notamment les téléspectateurs. Déjà, Equinox a été le déclic. Ça veut dire que ce n'est pas parce que Equinox a sensibilisé tout le monde. Tout le monde était touché. Les gens ont pu être touchés et les gens ont pu... Ça veut dire le passage d'Equinox a donné du crédit à ma démarche de mobilisation de fonds. C'était pas possible. C'était le déclic. Pourquoi? Oui, c'était le déclic. Alors, votre mémo, on vous écoute quelques secondes. Oui, par rapport au mémo... Maintenez votre micro aussi. Il y a 2 personnes que je ne peux pas oublier.
Si je suis dans une parle, il y a M. Bobio Kono Christophe, que nous tous devons connaître, les journalistes. Et j'ai bossé avec lui à Kalara quand j'ai essayé de reprendre en 2017, avant d'arriver ici, avant de passer mon passage ici. Là. M. Bobio Kono Christophe, il est le promoteur du journal Kalara, un chronique, une gazette judiciaire. Il a remué ciel et terre pour... ça veut dire que j'étais allé avec lui, j'ai fait 11 mois, ça n'a pas tenu, mais j'étais une charge, il a accepté j'étais une charge pour lui, et il est la personne qui a le plus mobilisé de fonds par rapport à moi. Il a mobilisé au moins 5-6 millions. Et la deuxième personne? Et la deuxième personne, ce sera Iwande Tongo Itonde. Iwande Tongo Itonde, c'est ma jeune sœur. Elle est aux États-Unis. Et quand je pense à elle, j'ai des larmes aux yeux. Parce que ce qu'elle a fait est exceptionnel parce que, comme je vous ai dit, j'ai vécu un désert affectif au niveau du social. Et dans la famille était trop... Et elle, quand elle me parle, ça veut dire quand elle s'adresse, dès qu'elle ouvre la bouche, elle me parle de façon naturelle et tout. Et quand elle me parle, je vois mon père, je vois ma mère, je vois sa mère, je vois mes frères ou la famille. Et comment dire? Ça veut dire je vois le bon côté de tout le monde. Ça veut dire, je vois le bon côté de tout le monde qui me soutient. Parce que dès qu'elle ouvre sa bouche, donc elle a fait ça en même temps au niveau de logistique. À un moment, elle m'a tenu seul pendant un bout de temps. Ça veut dire je n'ai pas de plan B au niveau on va dire quoi, de la prise en charge de mon quotidien. Donc il y a elle. Je vais citer mes trois mamans. Mes trois mamans qui, dans ce désert affectif, m'ont dit qu'elles ne me lâchent pas. Ça veut dire que quand vents et marées, elles sont derrière moi. Il y a l'aînée la sœur aînée de ma maman, Madame Eyoum Dorothée, et toute sa famille. Il y a Madame Misseti, qui c'est une amie de ma maman, qui m'a fortement soutenu. Il y a Madame Priso Ngome, Marie, une amie de ma maman aussi, qui m'a aussi fortement soutenu. D'accord. Bref, nous aurons l'occasion de parcourir, puisque le temps nous tient à la gorge. On comprend bien que vous êtes revenu, vous êtes en forme, vous avez des milliers de personnes à qui vous devez dire merci à travers, en un seul mot, vous dites merci à tout le monde. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Il n'y a pas de mots pour remercier pour ce qui a été fait. C'était magique. Et il y a eu beaucoup de concours, de circonstances miraculeux qui ont permis que ça se fasse. Si ça n'était pas fait à ce moment-ci, ça ne se serait jamais fait. Ça veut dire si ça n'avait pas été fait à ce moment-ci. Jamais après, il y aurait eu cet aboutissement, cette success story. Vous nous rassurez que vous êtes bien portant aujourd'hui. Tout à fait. Je suis l'homme que je n'avais plus la force de rêver d'être. Très bien. Alors, Irène Tembe est avec nous également sur ce plateau. Irène, bonsoir. Bonsoir Flavien. Vous êtes heureuse également, je vous vois. Oui, très très heureuse. C'est la raison pour laquelle ma tenue également est très très gaie. Parce que c'est un événement spécial, c'est une occasion spéciale ce soir. C'est avec un sourire qu'on est sur ce plateau pour présenter un cas qui est passé ici en 2018, qui était dans un état lamentable et qu'aujourd'hui, on retrouve franchement très 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 beau. Les mots me manquent même pour exprimer le sentiment de joie qui m'anime quand je le regarde. Nous avons eu des contributions de la part des bienfaiteurs parce que sans eux, nous ne serons pas ici aujourd'hui. Sans eux, nous n'aurions pas M. Alain sur ce plateau, car c'est grâce à vous, chers bienfaiteurs, qu'Alain est là, bien portant. Les contributions, le montant total des contributions qui ont été perçues pour lui était la somme de 2 977 375 francs CFA. Il a eu des petites dépenses au niveau de la nutrition et tout, qui s'élevaient à un montant de 100 000 francs.
Et le reliquat qui lui a été remis, qui a été vu dans la vidéo, est un montant de 2 877 375 francs CFA. Déjà, nous disons merci à nos chers bienfaiteurs. Bravo encore parce que c'est grâce à vous que nous avons ce cas aujourd'hui qui est très souriant et qui est bien portant. Et nous continuons à vous dire, chers bienfaiteurs, les numéros qui s'affichent sur le bas de votre petit écran, à savoir le 690 50 50 94, le 675 35 25 7 sont les seuls numéros habilités à recevoir votre don et bien vouloir nous faire parvenir un message pour nous préciser votre cas social, le montant et le nom pour lequel nous devons lire à l'antenne. Très bien. Alors, je rappelle qu'à côté de ce que les téléspectateurs, je voudrais dire la solidarité agissante a l'habitude de faire, il y a également la famille qui a contribué, il y a des amis, des anciens camarades également, qui sont en association aujourd'hui. Oui, tout à fait. Raison pour laquelle Alain a réussi à avoir une bonne cagnotte pour se rendre en Inde et aujourd'hui il revient requinqué. Il nous annonce qu'il aura beaucoup de choses à faire, des projets également importants. C'est un journaliste et c'est son premier geste à mener. Donc on attend de lire son tout premier article après sa période de convalescence. Alain, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vous que je dois remercier. C'est vous qui avez porté ce rêve-là. Ce rêve magique est devenu réalité. C'est un aboutissement heureux. Tout comme tous ceux qui sont venus sur ce plateau. Merci à vous, Dr Ndokmo Magloire. Merci également à Dr Yemi et aussi à Dr Loé Pierre qui était sur ce plateau, l'endocrinologue. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à réaliser cette autre édition tout à fait particulière ce soir. Vous avez vous-même vécu tous ces moments également. Georges Mitterrand-Dam, Eric Ouattat, Cédric Souna, Xavier Foka, Joseph Abena également, Samuel Tufa, le chef opérateur de ce programme, Dani Warren Zedeke, le réalisateur même de cette émission et surtout le public qui est avec nous comme tous les jeudis soirs. Je suis Flavien Dongo. Madame, Monsieur, bonsoir.